Regardez ce qu'ils font au port de la Finlande, en particulier dans cette ville de Petrozavodsk, à 175 km à l'est de la frontière finlandaise. L'armée russe a construit ces gigantesques stockages pouvant accueillir jusqu'à des dizaines de véhicules blindés. À Kamenka, c'est ce camp de tentes qui peut accueillir quelques milliers de soldats. Cette autre base aérienne qui est en développement, base aérienne aussi à Olynia, dans l'extrême nord. Il y a toute une ligne où ils sont en train visiblement de se préparer. Se préparer à quoi ? Alors d'abord, ça se fait dans le cadre d'un plan qui a été annoncé, il n'y a aucune surprise. C'est en décembre 2022, Sergueï Shoigu a dit voilà, on va développer notre armée, on a créé de nouveaux districts, et particulièrement dans ce secteur. Alors ça a été retardé par la guerre en Ukraine, la réalisation de ces nouvelles unités, de ces nouvelles infrastructures, mais maintenant ça se fait. Et ce qui est intéressant, à deux titres d'ailleurs, c'est que ça, plus par exemple l'organisation de l'exercice Zapad. Ils ont dit tiens, on va remettre en place l'exercice Zapad avec beaucoup de moyens. Zapad, ça veut dire vers l'ouest. Voilà. Donc, c'est un peu inquiétant quand même, comme nom d'exercice toujours. Oui, alors je peux vous donner déjà le thème. Ça a toujours existé. Je peux vous donner le thème de l'exercice, c'est l'OTAN nous menace et nous attaquons les premiers. C'est toujours le même, de toute façon. Mais attendez, pardon, arrêtons-nous un instant à ça. Cette idée d'une guerre préventive, est-ce qu'elle existe pour vous ? C'est ça la question. Est-ce que les Russes sont assez paranoïaques pour tenter un coup en attaquant les premiers sur une partie de ce front ? Très honnêtement, je ne le pense pas. Simplement, ils ont un échec diplomatique considérable depuis le 24 février 2022. C'est l'adhésion active de la Finlande qui était neutre à l'OTAN, et naturellement celle de la Suède. Les deux. Mais la Finlande est frontalière. Oui, absolument. Sur une... Bon, puis ils ont de mauvais souvenirs. Très mauvais souvenir, parce que c'est le seul pays qui a vaincu en fait qui a résisté suffisamment pour imposer le respect. Ouais. Pas tout seul. Je pense que la question, il faut la formuler un tout petit peu différemment, et du coup, elle entraîne une autre question, à savoir, est-ce qu'on peut totalement exclure cette possibilité, c'est-à-dire que la Russie attaque un pays membre de l'Union ou de l'OTAN ? La réponse me semble évidente, non. On ne peut pas totalement exclure. Du coup, la question devient, doit-on nous y préparer ? Et la réponse est absolument oui. Au passage, il y a Reuters qui donne... c'est ce que fait l'OTAN depuis toujours. Oui, bien sûr, une petite information. Trump confirme par un officiel donc qu'il n'ira pas non plus à Istanbul. Donc on voit qu'au fil de l'émission, voilà, Istanbul. Est-ce que ce bras de fer-là, puisqu'on vient de l'apprendre, vous dites, Trump n'ira pas non plus à Istanbul, est-ce que ce bras de fer-là donne du crédit à Poutine, le fait d'avoir dit je ne cède à aucune pression? Oui, bien sûr. Oui, manifestement, Trump, nous connaissons sa campagne, nous connaissons sa personnalité, nous connaissons son optimisme débridé lorsqu'il a décidé de l'être et de dire que tout ça se réglerait en peu de temps. Poutine a, je pense, tactiquement intérêt à montrer qu'il pose ses conditions, qu'il n'accepte pas celles de Trump. La démographie... L'opinion la plus fragile est certainement plus à l'ouest qu'à l'est, comme souvent. Et donc, montrer sa résistance, son opiniâtreté à fixer ses conditions, c'est un bon investissement tactique pour éventuellement, ultérieurement, négocier s'il y est obligé. Je me rappelle vous avoir entendu dans une conférence, Gérard Longuet, où j'étais impressionné, vous parliez de Napoléon et de l'importance de la démographie. Vous rappeliez qu'il fut un temps où la France était la première puissance démographique de la Terre, et ça a contribué à sa puissance impériale à l'époque. Aujourd'hui, la Russie s'affaiblit beaucoup, mais il y a encore 140 millions de Russes. Est-ce que ça compte dans l'équation ? Il y a surtout un système politique qui permet au pouvoir d'imposer ses conditions à sa population. Et en même temps, ce pouvoir a peur de mobiliser sa population. Exact. C'est très important. Vous savez, c'est le propre des régimes autoritaires, c'est d'être en fait fragile en termes d'opinion. C'est-à-dire que l'opinion ne dit rien jusqu'au moment où elle bascule. Et on l'a vu dans la Roumanie de Ceausescu, par exemple. Sauf quand il tire à la façon des Chinois. C'est cette opinion publique. Moi, je rentre de Moscou et j'étais vraiment frappée à quel point la guerre a déserté les esprits, les conversations loin du front. La BBC a calculé qu'on était à 37 morts par kilomètre carré arrachés à l'Ukraine. Donc c'est une boucherie, c'est des pertes records. Mais personne n'en parle. C'est-à-dire que même les sanctions, on les sent absolument pas. Les restaurants sont pleins. Les gens font la fête, les gens parlent de tout. Ça a toujours été le cas dans les pays en guerre.
les gens, sauf si naturellement il y a des conditions difficiles. Non, en fait, il faut arriver à comprendre que la Russie n'est pas en guerre, ne se sent pas en guerre. La population ne se sent pas comme telle. Pendant que l'Ukraine paye un tribut extrêmement lourd et qu'il y a la mobilisation forcée, justement, jusqu'à présent, la Russie a réussi à éviter ça. Nous, on a parlé des prisonniers extirpés des prisons, des contingents étrangers qui viennent volontairement combattre. Moi, j'ai rencontré là récemment, ça c'est la dernière trouvaille en date du Kremlin, c'est quand ils capturent des soldats ukrainiens sur le front, qui sont des déserteurs qui se rendent. On leur donne un choix entre aller croupir dans un camp militaire ou rejoindre le bataillon des renégats. Et ils seraient donc 700. La propagande russe dit qu'ils sont de plus en plus nombreux, en s'appuyant sur un fait quand même assez vrai, c'est que ce sont quand même des conscrits. Donc plus la guerre dure, plus la mobilisation faiblit de ce côté-là du front. Et c'est dans ça que justement, jouer la montre et gagner du temps sur les négociations, c'est forcément en faveur de la Russie. Manon, est-ce que vous avez senti quelque chose d'assombri en Russie ? On dit avec justesse que l'économie quand même souffre un peu. Est-ce que vous l'avez senti ça ? Pas du tout. J'ai même été extrêmement surprise de l'affluence dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Alors, les sanctions qui pourraient toucher des marques de luxe, on les contourne très facilement. On prend un jet privé, puis on va faire ses courses au Turkménistan ou en Ouzbékistan. Donc, moi, mais ça, c'est une toute petite couche extrêmement riche. Mais dans la population moyenne... Là, je suis partie de Moscou. Moscou. Après, je crois qu'on se berce un peu d'illusions en pensant qu'on fait mal à la Russie avec nos sanctions. Alors, peut-être qu'on en a d'autres, un arsenal qui serait plus massif, qui ferait davantage mal. Mais aujourd'hui, c'est pas un argument pour faire mettre la pression sur l'opinion publique russe afin que la guerre cesse. En fait, à Moscou, il ne le ressent pas parce que ça fait une sorte d'une zone, une bulle, oui, où quand même la vie continue et ils ne veulent pas le savoir. Ils se sont adaptés. Mais par contre, partout en Russie, oui, c'est la misère s'agrandit, le niveau de vie baisse. Mais je dirais absence peut-être hamon espagnol ou d'autres produits de luxe occidentaux, ça ne va pas toucher cette population, ils ne le ressentent pas comme ça. Par contre, ce que font les sanctions, c'est l'économie est en difficulté, l'économie russe en général. Et ça se répercute et sur le complexe militaire industriel parce qu'il est au ralenti. Ils ne peuvent pas produire plus qu'ils produisent. Et on voit en Ukraine, parce que s'il y avait plus de missiles balistiques, par exemple, ils attaqueraient l'Ukraine beaucoup plus massivement. Donc tout ça, ça fait que, heureusement, les sanctions existent, mais il faut les renforcer et surtout empêcher et la Russie et les autres s'adapter à ces sanctions, notamment en les surpassant par les zones grises, noires, les marchés noirs, etc. Comment l'Europe peut-elle se prémunir? Vous disiez tout à l'heure, quelles que soient les intentions de la Russie, comme pendant la guerre froide, il faut s'armer le plus possible et se protéger le plus possible. La France adresse un message à l'Europe, c'est celui du président de la République hier sur le plateau de TF1 quand il dit « Nous sommes prêts à ouvrir le débat sur le partage, non pas du bouton nucléaire, mais une extension de la protection du parapluie nucléaire français à nos alliés. » Les Américains aujourd'hui ont des bombes, en effet, sur des avions. En Belgique, en Allemagne, en Italie, en Turquie, etc. Bravo. Nous sommes prêts à ouvrir cette discussion. J'en définirai le cadre de manière très officielle dans les semaines et les mois qui viennent, mais on a déjà engagé les choses avec ces réserves que j'évoquais. C'est-à-dire, c'est pas nous qui finançons, ça ne vient pas en soustraction de ce qu'on a. Voilà, c'est une avancée très importante. Dites un mot de ça, Gérard Lang. D'abord sur l'annonce. Alors, tous les présidents de la République ont dit il y a une dimension européenne de la dissuasion nucléaire. Mais cette fois, il va un peu plus loin. Oui, il va beaucoup plus loin. En fait, ce qui a été dit par les présidents précédents, ceux qui acceptaient la dissuasion, pas tous. Giscard m'avait beaucoup choqué, Valéry Giscard d'Estaing m'avait beaucoup choqué en écrivant dans son livre de mémoire qu'il n'aurait jamais appuyé sur le bouton de la dissuasion, considérant qu'il n'avait pas à sacrifier la France. C'est un choix personnel extrêmement dangereux quand on est ancien président de la République parce que cela crédibilise l'idée que la dissuasion est en réalité une sorte de fiction intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle existe techniquement, mais les conséquences sont telles qu'elle ne sera jamais utilisée, sauf dans un cas d'apocalypse totale. Or, est-ce qu'un dommage imposé à un pays des 26 expliquerait, justifierait une apocalypse totale? La réponse est vraisemblablement non. Les bombes américaines dont on parle, ce sont des bombes... J'ai regardé un peu...
dite tactique. Alors tactique, on se dit, ah bah oui, c'est local, c'est jusqu'à 50 kilotonnes, mais c'est plus qu'Hiroshima. Regardez... On n'imagine pas tellement la France de me répondre à la Croatie ou à la Lettonie. Ah bon, c'est vrai, vous avez des difficultés, allez, vous avez le droit de pilonner avec la bombe de la demi-Hiroshima, pour prendre l'unité de compte. C'est peu vraisemblable. Vous avez la parole du décideur politique. On va aussi faire entrer un excellent spécialiste. Étienne Marcus va nous rejoindre, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes spécialiste en stratégie d'armement, ancien membre du ministère des Armées. Merci beaucoup, Étienne Marcus, de nous rejoindre. Vous avez marqué l'opinion par vos photos des Rafales en exercice et vous aviez été en direct avec nous. C'est très précieux de vous avoir ce soir. On appelle la carte, celle que vous mentionniez, monsieur le ministre, des bombes américaines qui sont déjà dans le sol de l'Europe, dans 5 pays, voilà, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, Turquie. Expliquez-nous techniquement, s'il vous plaît, Étienne Marcus, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, ces bombes sont des bombes nucléaires américaines. S'il fallait les tirer, qui décide? Elles sont sous strict contrôle américain. Donc, la décision finale d'engagement serait donnée par, entre guillemets, les codes, serait donnée par le président états-unien, donc Donald Trump en l'occurrence, mais elles peuvent être mises en œuvre par des avions des pays alliés. Donc c'est notamment l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie, pas la Turquie. La Turquie, elle a uniquement sur son sol ses armes, mais ne les met pas en œuvre actuellement. Donc c'est là encore, et c'est ce dont on parle actuellement avec une possibilité française, même si c'est pas ce qu'a dit le président hier. Mais voilà, c'est pour bien démontrer que c'est pas parce qu'on déploie des armes nucléaires sur sol étranger qu'on en perd le contrôle. L'exemple américain est là pour le prouver. Donc, si demain Donald Trump veut faire partir, en théorie, des bombes nucléaires depuis le territoire de l'Allemagne, puisqu'ils en ont, il donne l'ordre et des F-35, c'est des F-35. Il y a un petit problème, c'est qu'il faut que le pays accepte de les transporter. Ça, c'est pas clair. D'où, effectivement. Les Américains ont expliqué aux Européens, c'est très simple. Vous pouvez avoir des bombes américaines dont nous gardons la clé, à condition que vous ayez des avions américains, F-35, que vous achetez, que vous payez, et qui sont adaptés à l'emport de ces bombes, vous êtes bien d'accord? Et l'emport de ces bombes, le largage des bombes peut se faire de deux façons différentes, soit par gravité, le traditionnel, soit avec des bombes qui sont guidées. D'où l'insistance hier du président de la République qui insiste, il disait ce serait des Rafales. Donc il y a aussi une sorte de bataille. Mais je crois qu'on n'en est pas là tout des. Non, mais on n'est pas dans l'idée de le faire, d'avoir des Rafales polonais, par exemple. Non, c'est pas du tout. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des armes américaines en Europe? Après tout, les Américains ont des armes nucléaires sur leur sol, et à la limite, ils pourraient considérer que les intérêts vitaux de la Pologne, etc., les concernent aussi, qu'ils pourraient utiliser leurs armes de leur sol. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent très bien que dans un usage d'armes nucléaires, il y aura, face à la Russie, il y aura une riposte nucléaire. Et donc la riposte, elle irait où? Elle irait sur les États-Unis, si ça venait des États-Unis. Et donc, en se disant, voilà, hop, on va déporter nos armes en Europe. Et c'est des armes qui sont certes puissantes, mais qui ne sont pas du niveau des missiles de la puissance des missiles intercontinentaux. Ça reste quelques milliers de tonnes d'explosifs, ou quelques dizaines de milliers de tonnes d'explosifs. Donc, on peut imaginer 50 aussi... kilotonnes. Il y a les B-61, il y a plus de B-61, il y a plusieurs modèles.